Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer le cours qu'on a entamé la dernière fois sur les matériaux pour le stockage de l'énergie électrique. Alors la dernière fois, on a parlé un petit peu de fonctionnement d'une batterie. On a parlé un petit peu des matériaux qui servent pour le stockage de l'énergie, mais pas trop en détail. Alors dans un générateur électrochimique, la cathode, la réalisation d'une cathode, c'est-à-dire cette partie-là, nécessite certaines conditions qui sont les suivantes. À savoir, il faut que ce matériau possède à la fois une bonne conductivité ionique, parce qu'il faut que les ions bougent. Il faut absolument que ce matériau possède une bonne conductivité ionique. Maintenant, d'où est-ce qu'il va venir cette conductivité ionique? Où est-ce qu'on va la chercher? C'est au niveau de la structure. Donc, on va chercher une structure qui va permettre la bonne conductivité ionique des ions. Alors, on va examiner quelques structures. Donc, la structure du matériau qui va servir pour le stockage de l'énergie doit posséder quelques caractéristiques qui sont les suivantes. Donc, les paramètres essentiels à considérer sont l'existence de tunnels, c'est-à-dire il faut que dans cette structure, il faut l'existence de tunnels nécessaires pour que les ions lithium bougent. Il faut autre chose, il faut que ces tunnels sont interconnectés entre eux pour permettre le mouvement des ions lithium librement. Alors ici, on fait une analogie avec le mouvement des voitures dans des routes au niveau d'une ville. Vous voyez qu'il y a des interconnexions entre les différentes routes qui permettent aux voitures de bouger délibérément. Alors, notre matériau, il faut qu'il soit quelque chose comme cette partie-là. C'est-à-dire qu'il contienne des tunnels qui sont interconnectés pour que le mouvement des ions lithium ne soit pas gêné. Alors, on donne ici sur cet exemple d'un exemple d'un matériau qui est structure Nasicon, où il montre les différents enchaînements des différents sites cationiques au sein de composés Lit2PO4. Alors ici, ce point noir, ça constitue ce que j'appelle site M1. C'est là où il y a le lithium dans Lit2PO4. Et ici, c'est un site qu'on appelle ça, notre type de site M2 vide. Donc ces deux sites peuvent être occupés par des cations tels que le lithium. Alors qu'est-ce qu'on observe ici? Donc ici, on a enlevé tous les ions titane, le phosphore, l'oxygène. On n'a laissé que les sites exprès, laisser les sites M1, les sites ME2, c'est-à-dire ces sites, c'est là où va stationner le lithium. Et c'est par ces sites, à travers ces sites, qu'il y aura le mouvement du lithium. Parce que ce qui nous concerne, c'est la conductivité ionique. Donc, ce qui est tracé ici en gras, ce qui est en gras, c'est l'encheminement du lithium. Donc, les traits en gras schématisent les tunnels interconnectés. Donc, ça, c'est un exemple de structure qui vous montre qu'il peut être utilisé comme matériau pour stocker de l'énergie. Pourquoi? Parce que ce qu'on a ici, des tunnels, c'est des tunnels qui sont interconnectés. Donc le lithium, il rentre par là, il peut passer par ici et à travers les traits que je schématise en gras, c'est les tunnels. Et vous voyez que ces tunnels sont interconnectés, c'est-à-dire qu'il peut changer de direction le lithium sans problème. Donc ça, c'est un type de matériau tridimensionnel qui permet de répondre à ce problème qui exige l'utilisation de ce matériau dans une batterie. Il faut qu'il y ait une conductivité ionique, c'est-à-dire il faut des autoroutes ou bien des tunnels dans le cas de ce matériau. Alors, d'autres exemples, toujours concernant la structure, ici on a parlé un petit peu de tunnels, c'est-à-dire les choses que doit respecter le matériau. Paramètres essentiels à considérer sont l'existence de tunnels. Il faut une interconnexion entre ces tunnels. C'est ce que on vient de vous montrer ici. Il y a des interconnexions entre ces tunnels. Il y a un autre type de matériaux plus utilisé dans le stockage de l'énergie, c'est des matériaux de type qui possèdent des plans de diffusion. Toujours problème de matériaux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un matériau qui possède des plans de diffusion. Vous voyez ici le matériau, il est sous forme de sandwich. Vous avez
vous avez cette partie-là, et entre les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai une distance, qu'on j'appelle la distance interfeuillée, et le lithium peut bouger à travers, à travers cette partie-là, à travers ce creux ici, créé comme un sandwich. Donc ça, c'est ce que j'appelle, c'est une structure qui possède des plans de diffusion. Donc le lithium peut diffuser comme ça, et on peut passer d'un composé Li1, 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 V2O5, à un composé avec X égale à 2, Li2, V2, en faisant intercaler le lithium entre ces deux-là. On aura l'occasion de le revoir, cette partie. Donc, se rappeler que soit qu'on a des tunnels interconnectés, soit que le matériau possède des plans de diffusion, comme ici, et ça favorise son utilisation comme matériau pour le stockage de l'énergie. D'autres exemples, à savoir, très utilisés, l'oxyde LiCO2, il a une structure 2D. Qu'est-ce que c'est que 2D? C'est-à-dire qu'il peut être décrit selon deux dimensions, c'est-à-dire x se décrit selon x, y, et le z, ça se répète. Vous avez une couche de CO2, une autre couche, etc. Et les lithiums, ils s'intercalent entre ces couches. Et ça, c'est la distance interfeuillée. Donc, c'est un exemple de matériau très utilisé dans les batteries. Pourquoi? Parce qu'il a cette aptitude, la facilité du mouvement du lithium. On peut rentrer le lithium et le sortir facilement à travers ces feuillets. Une autre structure tridimensionnelle utilisée aussi, c'est le phosphate à l'IFPO4, 3 dimensions. Quand je dis 3 dimensions, c'est-à-dire il est décrit dans les 3 dimensions et le mouvement du lithium s'effectue dans les 3 directions. C'est pas comme ici, le mouvement s'effectue dans un plan 2D. Alors, dans un générateur, je rappelle, électrochimique, la réalisation d'une cathode nécessite donc un matériau qui possède à la fois une bonne conductivité ionique, c'est ce qu'on vient de voir, l'existence de tunnels, l'existence de plans de feuillets, etc. Mais aussi, il faut que ce matériau possède quoi? Une conductivité électronique acceptable. Il faut qu'il conduise l'électricité. Ou bien, au moins, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins un élément chimique susceptible de présenter une valence mixte, c'est-à-dire peut se présenter sous forme de plusieurs degrés d'oxydation. C'est-à-dire on aura le type de réaction, par exemple, si l'élément chimique c'est un M3, lorsque on intercale le lithium et les électrons, peut se transformer en M2. Vous voyez que le M, c'est toujours le même. J'ai simplement changé sa couleur exprès pour vous voyez que c'est le même élément, mais simplement il a changé de degré d'oxydation. Un exemple type, c'est celui du fer. Par exemple, le fer 3 plus un électron peut donner du fer 2+. Donc ici, c'est lorsque la batterie fonctionne, il y a un mouvement des ions lithium, intercalation des lithium, mais aussi des électrons. Et lorsque les électrons viennent au niveau d'un matériau qui possède le fer 3+, ils se fixent et le fer se transforme en fer 2+. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Lors de la réalisation de cette cathode ou bien ce matériau d'intercalation, il faut une bonne conductivité ionique, c'est-à-dire le mouvement des ions lithium favorisé, mais aussi une conductivité électronique acceptable. Et pour la favoriser, on doit choisir un élément chimique susceptible de présenter une valence mixte. Maintenant, vous devez chercher dans le tableau périodique quels sont les éléments qui possèdent cette propriété de changer de degré d'oxydation ou bien qu'ils possèdent plusieurs degrés d'oxydation. Ils vont servir à la fabrication de ce matériau. Donc, on va faire le choix dans le tableau périodique des éléments sur le slide suivant. Alors, dans le tableau périodique, où est-ce qu'ils sont les éléments qui présentent plusieurs degrés d'oxydation? Ils sont là, c'est les métaux de transition. Donc, on va chercher au moins dans notre matériau, il nous faut des éléments qui appartiennent à ce bloc qui est les métaux de transition. Donc ici, je montrais que ça, les métaux de transition de tout ce bloc. Ici, ça c'est la première série des métaux de transition, la deuxième série, la troisième série, etc. Donc tout ce bloc en vert, c'est les atomes appartenant aux métaux de transition qui ont l'aptitude à avoir plusieurs degrés d'oxydation. Donc ils peuvent favoriser cette réaction, changer de degré d'oxydation facilement. Donc il nous faut des éléments qui appartient aux méthodes de transition, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut se tenir compte de quoi? De la capacité. La dernière fois, on a vu la propriété d'une
Une batterie, c'est sa capacité. Sa capacité Q, il faut que ce matériau aboutit à une batterie avec une capacité qui est élevée. Et pour cela, cherchons dans la formule de la capacité, qu'est-ce qu'on voit? Pour avoir une capacité élevée, dans la formule, qu'est-ce que j'ai? Il est fonction de nombre de Faraday, ça c'est la masse active, et ça c'est le nombre d'ions lithium intercalés, échangés, et ici c'est la masse molaire. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut choisir des éléments qui possède la masse molaire le plus faible parce qu'il est au dénominateur. Donc le plus faible possible pour avoir une valeur de capacité élevée. Donc où est-ce qu'il faut les chercher? C'est au niveau de la première série des méthodes de transition. C'est pour ça que vous trouvez un petit peu, ce sont des éléments les plus utilisés dans les matériaux pour stocker l'énergie parce qu'ils possèdent, ceux qui possèdent la masse molaire la plus faible qui aboutit par la suite à une capacité le plus élevé possible. Donc c'est pour ça qu'on voit les éléments qui existent. Bon, vous avez LiCO2, le CO qui appartient à cette série de méthodes de transition. Et c'est une lamellaire, structure lamellaire. Et vous avez le LiFePO4 qu'on vient de signaler, tridimensionnel, et qui contient le fer. Ce qui nous intéresse ici, bon, on a choisi des éléments susceptibles de se réduire, mais qui possèdent une masse molaire le plus faible possible. Alors, ici, on va aborder un exemple de synthèse de matériaux d'intercalation pour stocker de l'énergie. Alors, l'élaboration des matériaux peut être divisée en deux grandes étapes. Alors, à savoir la synthèse à haute température qui s'effectue dans un four, généralement, et la synthèse à température ambiante. Donc, l'élaboration peut être faite à haute température ou à température ambiante. Donc, la synthèse à haute température, c'est la première étape qu'on fait généralement, elle est consacrée à la synthèse des matériaux d'intercalation, généralement réalisés à haute température, soit à l'air, quand est-ce qu'on travaille à l'air? Quand notre élément actif ne craint pas, on ne craint pas qu'il va être oxydé ou réduit. Donc, généralement dans un four, ici, donc je montre un four à l'air, etc. Ou bien, soit sous atmosphère contrôlée, il faut faire circuler un gaz. Donc, il faut circuler un gaz qui rentre et sort et notre produit est à l'intérieur du four. Et ça, c'est lorsqu'on veut soit oxyder, soit réduire. Donc, si jamais notre élément qui est à l'intérieur, on veut le réduire, on va utiliser un gaz d'hydrogène pour réduire. Si on veut oxyder, c'est-à-dire l'élément, on veut avoir le degré d'oxydation le plus élevé, il faut l'oxyder et le gaz utilisé sera l'oxygène. Mais si jamais au départ on utilise un matériau qui possède, dont le métal, dont le l'ion possède un degré d'oxydation qu'on ne veut pas qu'il varie, donc on va travailler sous atmosphère inerte, c'est l'argon. Ni oxyder ni réduire, donc on va travailler avec un gaz qui est l'argon. Donc ça, c'est selon les cas, on fait la synthèse à l'air, ou bien si on ne craint pas l'oxygène, ou bien sous atmosphère contrôlée, à savoir l'hydrogène pour y réduire l'élément, ou bien pour l'oxyder, il faut travailler sous courant d'oxygène. Alors ici, on présente un exemple de préparation classique de la réaction à l'état solide, tout à l'état solide, à haute température. On donne l'exemple du composé LiFePO4. Alors pour le préparer, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du carbonate de lithium, LiCO2, de l'acétate de fer et du phosphate d'ammonium. Donc, bien sûr, conditions stoichiométriques, un demi, un atome, PO4, etc. Donc, tout ça, c'est des poudres qu'on mélange dans un mortier et qu'on traite, donc mélangé dans un produit broyé et qu'on traite dans un four. Donc, dans ce cas, le composé, il se prépare, l'effet PO4 à 750 degrés C sous argon. Alors, si on vous demande pourquoi j'ai fait sous argon, parce que ici, les degrés d'oxydation, j'ai Li+, le fer, c'est 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3, parce que PO4 est 3 moins. Donc c'est le fer de plus, ici c'est le fer de plus. Donc je démarre du fer de plus, des produits de départ, et je veux arriver à la fin avec un fer de plus.
2 plus 1, ça fait 3. L'effet PO4. Donc, il ne faut pas que je change le degré d'oxydation du réactif. Et pour ne pas le changer, je dois travailler sous une atmosphère inerte, donc sous argon. Donc, si jamais je veux oxyder, je vais utiliser l'oxygène. Si je veux réduire, c'est l'hydrogène. Donc ici, j'ai pas, bon, pour équilibrer, donc il y aura dégagement d'un H3, H2O et CO2. Donc une fois qu'on a ce produit préparé, donc on peut l'utiliser dans la batterie et faire des tests, etc. Ça, on va le voir dans la suite du cours. Alors une fois préparé, bien sûr, il faut s'assurer de sa pureté. Et c'est les rayons X qui vont l'affaire. Donc on va passer son spectre de rayons X, faire une simulation, bien sûr si c'est sur poudre, donc on va faire une simulation grâce au programme Rietveld pour voir, pour déterminer, donc grâce à ce programme, il va nous permettre de déterminer la structure. Et comme ça, on sait est-ce que la structure, il possède des tunnels ou bien des feuillets sous forme de feuillets, c'est-à-dire des feuillets susceptibles de permettre le mouvement des ions lithium sans problème. Donc une fois qu'on résout le problème de la structure, donc on peut utiliser le matériau. Ici, j'ai donné simplement un exemple. Donc une fois qu'on fait toute cette synthèse, on étudie la structure, on voit la structure comment il est. Ça, c'est toujours première étape à faire avant de démarrer les tests dans les batteries. Test de batterie, c'est quelque chose qui coûte et avant de le faire, il faut s'assurer que le matériau il est bon. Si n'est pas bon, c'est pas la peine de l'utiliser et de perdre du temps. Donc une fois qu'on sait que la question de la structure est résolue, donc la structure est capable d'être utilisée dans une batterie, on passe à la suite. Donc, synthèse à température ambiante. Donc, bien sûr, quand je parle de la synthèse à température ambiante, c'est des synthèses soit se font à l'intérieur de la batterie, soit à l'extérieur. Donc, une fois qu'on a préparé le produit par température, par exemple dans ce cas, on va le tester dans la batterie. Mais on peut faire, pas pour cet exemple, mais pour d'autres exemples, la synthèse à température ambiante. Soit il va s'effectuer dans une batterie, soit qu'il va s'effectuer en dehors de la batterie. Donc, au cours de la deuxième étape, les synthèses seront effectuées à température ambiante. Bon, quand je dis température ambiante, parce que lorsqu'on fait un test d'une batterie, généralement, sauf dans des cas où on veut faire des tests avec une batterie chauffée, la majorité des cas, c'est température ambiante, dans une atmosphère contrôlée, bien sûr. Donc, les synthèses, une remarque. Les synthèses qu'on a fait, qui se réalisent à haute température, comme on vient de voir pour l'effet Pauli, qu'est-ce qu'il implique? Généralement, la rupture des liaisons atomiques au sein des conditions de départ. Donc, on doit détruire les, les liaisons dans les produits de départ et par la suite, diffusion de ces atomes à longue distance pour former de nouvelles liaisons. Donc, je vous montre un exemple ici. Donc, ici, par exemple, lors de la réaction de formation de l'effet Pocket à haute température, qu'est-ce qu'on fait? Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'effectue dans un four à haute température. Donc, ça implique quoi? Dans les produits de départ, qu'est-ce que on détruit les liaisons dans les produits de départ. Donc, il y a rupture des liaisons ici, dans les produits de départ, et diffusion de ces atomes, bien sûr à longue distance. Quand je dis à longue distance, c'est à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la dimension de la maille, pour former de nouvelles liaisons. Par exemple, ici, les nouvelles liaisons qui vont se former sont là. Donc, on fait dans un four la synthèse, formation de nouvelles liaisons. Ces nouvelles liaisons vont être impliquées dans cette structure ici. Donc, souvenir, qu'est-ce qui se passe dans une synthèse à haute température? Il y a rupture des liaisons dans les composés de départ et formation de nouvelles liaisons. Bien sûr, ces atomes, une fois que il y a rupture, il y a diffusion de ces atomes à longue distance, ils vont diffuser, ils vont prendre leur place. Ça, c'est en fonction de la température de traitement. Il évolue vers une configuration stable. Par exemple, la configuration stable dans ce cas, c'est les à 750 et il donne cette structure. C'est la nature qui le veut. Alors ça, c'est à haute température. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que je vais le comparer avec la température. Qu'est-ce qui se passe quand je travaille, quand on fait des synthèses à température ambiante? Alors, il y a des choses que je peux parler ici. Donc, le système ici, à haute température, évolue vers une configuration plus stable, compatible avec la température de synthèse, comme je viens de le dire, c'est-à-dire à 750, ce qui se forme ici, c'est là. C'est ce composé.
Maintenant, revenons à la synthèse à la température ambiante. Donc, synthèse à température ambiante, je peux le diviser en deux grandes catégories, à savoir synthèse par intercalation voie électrochimique. L'intercalation s'effectue par voie électrochimique. Donc, quand je dis intercalation, on va intercaler, comme je viens de parler la dernière fois dans le cours précédent, intercaler le lithium par voie électrochimique, donc je dois réaliser une batterie. Et par voie chimique, c'est une réaction chimique qu'on va montrer tout de suite. Donc, la synthèse à température ambiante peut être divisée en ces deux catégories. Donc, l'intercalation par voie électrochimique, pour la faire, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je donne ici un exemple pédagogique simple, c'est la réalisation d'une cellule, d'une batterie, donc dans laquelle, bien sûr, je prends le matériau choisi pour l'intercalation. On lui ajoute du carbone, ça, les détails, on va le voir dans la suite. Un peu de carbone pour améliorer sa conductivité électronique macroscopique et du téflon pour que ça forme une pastille. Après, on fait de l'électrolyte, imbibé donc dans un papier dans lequel on ajoute de l'électrolyte, c'est l'électrolyte, et cette partie-là, c'est le métal, et comme ça, on fabrique la batterie. Et une fois branchée, cette batterie, ça va fonctionner. Soit qu'on fait une intercalation ou une désintercalation, ça dépend de l'opérateur. Et au cours de l'intercalation, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura formation, synthèse de nouveaux matériaux qu'on va voir dans la suite du cours. Donc, cette synthèse, c'est une synthèse ou bien intercalation par voie électrochimique. C'est-à-dire, au cours du fonctionnement de la batterie, il y a formation de nouvelles phases. Alors maintenant, l'intercalation par voie chimique, bon, ça c'est courant, donc on ajoute un produit sur un autre, un composé. Donc ici, par exemple, on va voir ce cas dans la suite. Le N-butyllithium, c'est un réducteur. Si on lui ajoute un produit contenant un ion de transition ici, il va le réduire et ça va donner un autre composé. Donc on va faire une intercalation, mais cette intercalation, c'est par voie chimique parce que c'est de la chimie. On ajoute un composé sur un autre et ça va se former un troisième. Donc, c'est une intercalation par voie chimique. C'est une réaction chimique comme ça. Ici, c'est une réaction qui se passe à l'intérieur de la batterie. Bien sûr, ne pas oublier que tout ça, ça s'effectue dans une boîte à gants, c'est-à-dire l'atmosphère, il est contrôlé. Donc, on va commencer par l'intercalation par voie électrochimique et par la suite, on va passer à l'intercalation par voie chimique. Alors, pour faire l'intercalation par voie électrochimique, qu'est-ce qu'il faut? Donc, tout d'abord, il faut commencer par le matériau. Il doit répondre à quelque chose. Alors, pour qu'un matériau soit utilisable comme électrode positif dans une batterie, il doit présenter au moins certaines caractéristiques particulières qu'il faut retenir. Première caractéristique, il possède une conductivité mixte ionique. Donc, il faut, une fois que j'intercale les ions, lithium par exemple, il faut qu'il bouge. Donc, il faut que le matériau conduise les ions. Et une conductivité électronique. Pourquoi? Parce que dans le matériau, comme on a montré la dernière fois, on intercale un ion Li+, mais en même temps, au moment d'intercaler l'ion Li+, qu'est-ce qui s'intercale? L'électron. L'électron rentre dans le matériau. Et il faut que cet électron bouge et trouve un endroit pour stocker. Donc, il nous faut une conductivité mixte, ionique, mouvement des ions et aussi mouvement des électrons, puisque je mets des électrons dans mon matériau que je prends lorsque j'en aurai besoin. Tout au long du processus d'intercalation, il faut une conductivité mixte, ionique, électronique. Donc la dernière fois, on a vu, pour avoir la conductivité ionique, où est-ce qu'il faut le chercher? C'est dans le matériau. Soit qu'il possède des tunnels interconnectés, soit sous forme de feuilles en général. Voie conductivité électronique. Qu'est-ce qu'on a parlé de conductivité? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une conductivité? Il faut que mon matériau possède au moins un élément susceptible de changer de degré d'oxydation. Par exemple, le fer 2, fer 3 passe au fer 2, etc. Donc, il faut favoriser le mouvement des électrons. Donc, ça, c'est la première des choses. Conductivité mixte, électronique, ionique. Une bonne réversibilité de la réaction d'intercalation des intercalations. Donc, quand j'intercale le lithium ou bien j'intercale de l'énergie dans mon matériau, il faut que je puisse le récupérer par la suite. Parce que qu'est-ce que j'intercale? J'intercale le lithium et les électrons. Et lorsque je veux récupérer mes électrons, il faut que je suis capable de les récupérer. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Un matériau susceptible de présenter une réversibilité
de réaction, intercalation, désintercalation. Rentrer le lithium, le faire sortir sans pôle. Parce que si je peux simplement intercaler le lithium et je ne peux pas le récupérer par la suite, c'est une réaction irréversible et ce matériau, il ne peut pas être utilisé dans les batteries au lithium. Qu'est-ce qu'il faut encore comme particularité de ce matériau d'intercalation? Une faible évolution structurale au cours de la réaction électrochimique. Donc, lorsqu'on intercale du lithium au cours de la réaction électronique dans une batterie, bien sûr, le matériau change, mais il faut que cette évolution structurelle, il ne faut pas qu'elle soit très grande. Pourquoi? Parce que s'il y a une grande évolution structurelle, c'est-à-dire qu'il va se détruire. Et s'il se détruit, il va perdre sa réversibilité. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Un matériau avec une faible évolution structurelle. Il va changer, bien sûr, mais pas trop changer. C'est comme si je rentre et je sors, je fais rentrer et sortir dans un matériau, dans un matériau, mais il ne faut pas le changer, il ne faut pas le détruire. Donc, une faible évolution structurale. On aura l'occasion de revoir ça dans la suite du cours. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une large domaine d'intercalation. Donc, on veut intercaler de l'énergie, du lithium, des électrons, mais il ne faut pas intercaler une petite quantité. C'est pas intéressant. Donc, il faut un large domaine d'intercalation. Il faut intercaler assez de lithium pour avoir un matériau intéressant du point de vue utilisation dans les batteries au lithium. Donc, une large domaine d'intercalation, des intercalations pour bien sûr une faible masse molaire. Quand je précise pourquoi avoir une faible masse molaire, parce que la masse molaire, ça joue dans la capacité du générateur. Donc, sa capacité, il dépend de la masse molaire du matériau qu'il y a dedans. Si on a une masse molaire plus faible, ça veut dire que la capacité, elle est élevée. Alors, la cellule électrochimique, ici, on vous présente un exemple simplifié, pédagogique, pour que vous puissiez mieux comprendre, parce qu'il y a d'autres types de cellules maintenant dans les laboratoires, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est plus pédagogique et vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Donc, cette cellule électrochimique qui se présente comme ça est constituée d'un tube en téflon, ça c'est du téflon, fileté, c'est-à-dire creux ici, fileté intérieurement pour recevoir deux contacts cylindriques, celle-là et celle-là, qui vont constituer le pôle positif et le pôle négatif, de diamètre différent, en acier inoxydable, voilà la figure. Entre les deux contacts, nous disposons, donc entre les deux contacts ici, de cette partie-là et cette partie-là, qu'est-ce qu'on dispose? Premièrement, le mélange de composés d'intercalation, donc notre matériau qu'on a choisi pour tester. Donc c'est ça, composé d'intercalation, et on lui ajoute du graphite sous forme de poudre ou sous forme d'une... Et tout va se former sous forme de pastille, et c'est le téflon qui va nous essayer de faciliter la tâche pour former une pastille. Tout se présente sur... Donc, on a notre produit. Cette pastille, il est formé du matériau choisi, généralement un pourcentage. Ce pourcentage, c'est pas général, peut avoir 98%. Ça dépend, la quantité de carbone dépend de la capacité, c'est-à-dire notre matériau est un bon conducteur électronique ou non, parce que le carbone va faciliter, améliorer la conductivité électronique de notre matériau. Et puis le téflon, c'est sa tenue mécanique. Donc on commence par former une pastille dans notre produit plus du carbone et du téflon. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, ici on a un papier poreux imbibé d'électrodes. Donc ce papier, c'est une fibre vert poreuse qui absorbe de l'électrolyte. Donc on aura de l'électrolyte ici absorbé dans ce papier poreux qui va servir par la partie électrolyte. Imbibé d'une solution molaire, par exemple du perchlorate de lithium comme électrolyte. Dissous, bien sûr, ça c'est un solide qui se présente sous forme de solide qu'on va dissoudre dans un solvant qui est le carbonate de propylène. Donc ça, la première partie, la passe notre composé, puis l'électrolyte, et après c'est le lithium métallique. Donc le lithium métallique est conservé généralement dans la boîte à gants, sous argon. Sa mise en forme constitue donc sous forme de rond comme ça. Sa mise en forme s'effectue à la dernière minute de la réalisation de la carte. Donc on visse ici doucement pour qu'il y aurait un bon contact et on a la batterie est prête à tester. Donc c'est comme si on a réalisé une batterie
et on commence à les tester, soit intercalés, soit désintercalés au lithium, selon le matériau utilisé. Alors, les cellules électrochimiques sont réalisées généralement dans une boîte à gants. Pourquoi? Bon, sous atmosphère d'argon, parce qu'on a différents matériaux à tester. Il y en a donc il y a le lithium qui craint l'air, etc. Notre matériau, peut-être n'est pas très stable, donc il faut travailler sous atmosphère d'argon. Pourquoi l'argon? C'est inerte. Puis, ces jonctions, celui-là, il est placé dans des jonctions en verre pour qu'il les protège pour qu'on puisse les utiliser à l'extérieur de la boîte. Donc, puis placé dans un conteneur en verre muni de jonctions électriques, l'ensemble peut être manipulable à l'air ambiant. C'est-à-dire on peut le sortir par la suite et travailler, et le brancher et l'étudier sans qu'il soit endommagé. Alors, au cours d'une réaction d'intercalation, tout ce qu'il faut tenir compte, il faut éviter toute réorganisation complète de la structure d'accueil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, il ne faut pas que notre matériau change trop, se détruit, sinon, au cours d'une réaction d'attaque, s'il se détruit, on peut pas avoir une réaction qui est réversible. Donc, au cours d'une réaction, on évite une réorganisation complète de la structure d'accueil, c'est-à-dire qu'il ne va pas se détruire. Il ne faut pas qu'il se détruise au cours de l'intercalation du lithium. Donc, la synthèse, généralement, pardon, donc pour ne pas avoir ce problème, la synthèse, généralement, il met en jeu des énergies particulièrement faibles. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réaction elle est réalisable à des températures peu élevées. On schématise ça sur la structure. Donc, si les matériaux d'intercalation étudiés ont une conductivité électronique faible, qu'est-ce qu'il faut donc ça, c'est les conditions à faire pour réussir un petit peu cette batterie au cours du test. Donc l'ensemble peut être manipulable à l'air. Et au cours d'une réaction, on évite une réorganisation complète de la structure, puisque la synthèse met des énergies particulièrement faibles. Donc, si les matériaux d'intercalation étudiés ont une conductivité électronique faible, donc généralement, on peut avoir des matériaux qui ont une bonne conductivité ionique. C'est-à-dire les ions lithium peuvent bouger sans problème, mais ils ont une conductivité électronique faible au départ. Alors, pour avoir des résultats plus fiables, une attention spéciale doit être portée à la préparation des électrons. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut? Il est très important de s'assurer que chaque cristallite, chaque morceau de grain du matériau, de l'électrode, un contact, il lui faut faire un contact électronique suffisant avec le collecteur de courant. Il faut un bon environnement électrolytique et un chemin de diffusion le plus court possible, depuis l'électrolyte jusqu'au centre du matériau d'électron. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On doit mélanger le matériau avec une quantité de graphite fortement divisée. Ça nous résout un peu ce problème de conductivité électronique faible de notre matériau. Bon, il faut tenir compte un peu du fait que le graphite, c'est quelque chose qui permet d'assurer une bonne conductivité électronique macroscopique et aussi une bonne diffusion et distribution de l'électrolyte. Pourquoi? Parce qu'il absorbe, il a une capacité d'absorption de l'électrolyte. Donc le mélange de notre composé à étudier, on le mélange dans un mortier d'agate avec le graphite. Et bien sûr, une partie va servir pour le cyclage, le test. Une partie de ce mélange, une fois qu'on le prépare, va servir, utilisé pour faire des tests de cyclage, c'est-à-dire de voir l'aptitude de ce matériel d'être cyclé. C'est-à-dire on peut intercaler, désintercaler, intercaler, désintercaler le lithium plusieurs fois. C'est ça le cyclage. Une autre et une autre partie, bien sûr, on va le diviser en deux. Une va servir pour le cyclage et une autre va servir pour la synthèse des matériaux d'intercalation. Parce qu'au cours du fonctionnement de la batterie, il y aura formation, qu'on va voir dans la suite du cours, de nouveaux matériaux d'intercalation. Alors, les tests effectués sur le matériau d'intercalation pour stocker l'énergie. Alors, sur une cellule, par exemple, ce soit les cellules. La cellule se présente comme ça, on vient de le voir, matériaux actifs, électrolyte, lithium, ou bien ils peuvent être effectués sur les piles boutons qui se présentent de cette manière. C'est
presque la même chose que ce que vous voyez cette partie-là. Donc vous avez un collecteur de courant, vous avez les lithium, et vous avez un séparateur, et le matériau actif, il est là. C'est un petit peu une photocopie de cette partie-là. Donc ici, je vous présente un exemple de test de cyclage sur un composé, c'est un phosphate Li3Ti2PO4. Donc ce composé, on va le voir par la suite, il a été synthétisé par voie chimique à partir du composé LiT2PO4. Donc ici, on commence de Y égale 3, Y taux de lithium, 3, et on commence par une désintercalation. Donc on enlève le lithium, et une fois on est là, donc on intercale le lithium, la flèche ici, donc montre intercalation du lithium, ici désintercalation du lithium, c'est ça le cyclage. On va ici de voir l'aptitude de ce matériau à être cyclé, à être utilisé dans une batterie. Donc il faut voir son aptitude à répondre à ce phénomène de désintercalation, c'est-à-dire enlever le lithium, rentrer le lithium, faire ce cyclage combien de fois. Donc la chaîne électrochimique ici utilisée se présente comme suite, Li métal, on peut l'écrire, c'est-à-dire la batterie qui a été faite, lithium, le carbonate de propylène, c'est-à-dire montrer un petit peu l'électrolyte utilisé, LiClO4, et le matériau d'électrode, ou bien on peut le montrer facilement, on peut l'écrire facilement, Li, LiClO4, Li3PO4, pour montrer qu'on a utilisé le lithium, le carbonate de propylène, le LiClO4 comme électrolyte et le composé d'intercalation Li3Ti2PO4. Bien sûr, ici, le potentiel que vous voyez qu'il varie ici, le potentiel d'équilibre d'une pile à composé varie avec son état de décharge. Donc, en fonction de ce qu'on fait, il varie le potentiel. Ici, on voit un potentiel et ça varie et ainsi de suite. Alors, le matériau d'intercalation de la batterie sera donc récupéré une fois qu'on fait la récupérer. Donc ça, on vous parle qu'est-ce qu'on fait au cours de Bon, quand j'ai parlé ici, cette partie-là, j'ai dit une partie va être utilisée dans le cyclage, mais une autre partie va être utilisée pour la synthèse des nouveaux matériaux. Donc celle qui va être utilisée pour la synthèse, qu'est-ce qu'on fait? On fait la batterie, donc on rentre dans la batterie, on voit l'évolution du potentiel de la batterie en fonction de la quantité de taux de lithium intercalé. Ça, c'est au cours du cyclage. Et ça, c'est au cours d'un autre type de réaction. C'est ce qu'on appelle la relation en OCV. On va l'expliquer juste après. Donc, le matériau d'intercalation de la batterie sera récupéré. Et afin de suivre l'évolution structurelle, qu'est-ce qu'il fait notre matériau? Comment il évolue? Comment il change du matériau catalytique en fonction du taux d'intercalation, du taux de lithium? Les batteries amenées à un point donné, donc je voulais simplement vous expliquer ça parce qu'on aura besoin dans la suite du cours. Donner un point donné V0, X0, par exemple, une valeur particulière de potentiel et une valeur particulière de X de la structure seront, donc on va arrêter la batterie et on va la réintroduire en boîte sèche, puis la démonter et le produit, donc, et la cathode, il est prélevé, on lave à l'acétonitrile, on sèche et on lui passe les rayons X pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans cet exemple de ce composé Mn05T2PO4, ce phosphate, donc on intercale ici et on laisse reposer, on intercale et on laisse reposer, on fait des OCV, ce qu'on appelle des OCV, qu'on va présenter juste après. Et une fois qu'on arrive à un point donné, V0, X0, par exemple ici, sur cet exemple, je vous choisis par exemple cette position ici. Lorsque j'arrive à une chute de potentiel, on va voir ça dans la suite, ça veut dire qu'il y a une formation d'une nouvelle phase. Donc ici, j'ai un plateau de potentiel, et lorsque le potentiel chute rapidement, ça veut dire qu'il y a une formation d'une nouvelle phase. Donc on démarre de ce composé Mn05T2PO4 trois fois, et lorsqu'il arrive à cette composition particulière, 0,5, on va voir pourquoi dans la suite, il y a une chute de potentiel. Ça montre, par exemple, qu'il y a formation d'une nouvelle phase. On va voir sa formule, il sera Li05, Mn05, T2PO4. On arrête. Donc, une fois arrivé à V0, ici à X0, comment ça fait? Donc, cette composition Li05, pourquoi Li05? Je le lis sur la courbe. Li, c'est le taux, X0 égale 0,5. Ce V0, une fois que j'arrive là, j'arrête la batterie
et je récupère et je passe les rayons X pour voir un petit peu le spectre de rayons X de celui-là, ce nouveau-né, cette nouvelle phase qui s'est formée, et je la compare avec la phase de départ, la phase mère. Et ainsi de suite, je poursuis. Donc ici, simplement, je vais donner un exemple, comment on réalise l'étude, on suit un petit peu la scène. Donc au cours de cette étude de la batterie, on voit qu'il y a formation de nouvelles phases telles que Li05, Mn05, T2, PO4 trois fois. Comment je sais qu'il s'est formé une nouvelle phase? C'est à travers cette chute de potentiel brusque. Il m'indique qu'il y a formation d'une nouvelle phase. Ça, c'est un petit peu, on va voir dans la suite, c'est que l'envoi du lithium dans le matériau, il joue le rôle d'une sonde, il me donne des informations sur les matériaux qui vont se former. Alors ici, à travers les rayons X, je m'assure du spectre de rayons X de cette phase, cette nouvelle phase qui s'est formée, est-ce qu'elle ressemble à celle du composé de départ? Ça, c'est au cours de l'intercalation électrochimique, il se forme cette phase. On va voir qu'il va se former une deuxième ici, chaque fois que j'ai une chute, dans la composition proche de 1, c'est-à-dire Li1 Mn05, c'est une nouvelle phase qui va se former, et ainsi de suite. Alors ici, ici, je suis en train d'expliquer un petit peu cette partie-là. Vous voyez un petit peu ces dendrites, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pour avoir travaillé à côté de l'équilibre, c'est là, donc, afin d'assurer les conditions de quasi-équilibre, c'est-à-dire au cours de l'intercalation, pour que le grain de matière soit à l'équilibre, il faut utiliser de faibles courants, c'est-à-dire ici des décharges, c'est-à-dire on impose un courant de 20 microampères par centimètre cube sont utilisés pour que l'intercalation du lithium s'effectue très lentement pour être à côté de l'équilibre. Donc, afin de suivre l'évolution structurale, comment il varie ce matériau cathodique en fonction du taux d'intercalation, des séries de décharges ou charges suivies de périodes de relaxation sont réalisées. Alors, je regarde la figure précédente, ici, des séries de décharges, relaxation. Donc, j'intercale un peu de lithium, je laisse reposer, j'intercale un peu de lithium, je laisse reposer, c'est ça ce qui se passe ici. Donc, quand je laisse reposer, le matériau aura un potentiel que j'appelle le potentiel d'équilibre. Et ainsi de suite, pour travailler à côté de l'équilibre, je fais ces manips de en OCV, Open Circuit Voltage. Donc on intercale le lithium, on laisse reposer, on intercale le lithium, on laisse relaxer, c'est-à-dire le matériau, le lithium va diffuser librement pour arriver à un potentiel d'équilibre qui est là. Parce que le potentiel, c'est le taux de lithium qui se mesure à la surface du grain. Donc ici, c'est visualisé de cette manière afin de suivre l'évolution structurale du matériau en fonction du taux de lithium, taux d'intercalation, des séries de décharges, relaxation, suivies de périodes de relaxation sont réalisées. Donc, qu'est-ce que j'ai par exemple ici? Lorsque j'arrive à un certain moment ici, qu'est-ce qu'on fait? On intercale un peu de lithium. Ici, on vous présente la fonction, l'évolution du potentiel au cours du temps, fonction du temps. Donc ici, on prend un exemple, c'est une partie de cette courbe, c'est-à-dire on va le montrer dans la suite, une partie de cette courbe que j'ai agrandie, mais en fonction du temps. Au cours du, donc, on a fait une intercalation. Arrivant là, par exemple, j'ai mon produit, il est là. J'ai au centre, c'est Mn05, et à la surface, c'est le composé Li05 qui se forme. Lorsque j'intercale un peu de lithium, ce lithium se met à la surface, il forme quelque chose comme ça. C'est le Li05 plus le delta Y qui s'est intercalé ici, Mn05. Donc ça, si j'ai pas laissé le temps de reposer. Lorsque on fait une relaxation, on laisse reposer, on coupe le courant et on laisse le matériau tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il évolue vers l'équilibre et on voit un petit peu la couleur, il revient celle-là, celle de départ. Donc ici, c'est très concentré parce que le lithium, il est plus, on a assez de lithium, le lithium qui s'est intercalé à la surface, diffusion, puis il forme celle-là. Donc, j'intercale le lithium, j'ai passage de cette photo à celle-là, je relaxe, je laisse reposer le matériau, il est à l'équilibre et je suis là. Et ainsi de suite, je reprends. Et comme ça, je reprends ces séries de décharges, relaxation pour que le matériau reste à l'équilibre. On va voir dans la suite, cette photo, qu'est-ce que ça représente? On est sur un plateau de potentiel. Ici, on est là, ce que j'appelle un plateau de potentiel. Et quand on a un plateau de potentiel, c'est-à-dire qu'il y a deux phases qui se forment. Et ces deux phases, c'est le Mn
Mn05Ti2PO4, c'est comme un diagramme de phase, et le Li05 Mn05Ti2PO4 trois fois. Donc j'ai deux phases sur ce plateau qui se visualise sur cette photo de cette manière. Donc j'ai au centre, par exemple, c'est Mn05, et à la surface du grain, c'est un morceau de grain, et à la surface, il se forme l'autre composé Li05 Mn05. Donc, je laisse relaxer, il se forme. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Et maintenant, c'est cette partie-là qui est en train de diminuer. Donc, la surface ici de grains, ou bien le volume de petits grains ici, j'ai visualisé un petit peu plus grand. Ici, il diminue. Lorsqu'on fait l'autre décharge, relaxation, il continue à diminuer ce volume-là jusqu'à ce qu'à la fin, on observe que simplement, il y a le Li05, Mn05 qui reste. Et c'est là où on est à cet endroit, il y a formation, c'est-à-dire la mère Mn05 disparaît pour former le fils qui est Li05 Mn0T2P4 qui se forme à la chute de potentiel ici. On va le revoir dans la suite. Donc ici, comment s'assurer un petit peu de ces photos? C'est toujours les résultats déduits des rayons X et de la courbe potentielle en fonction du lithium. Lorsqu'on a un plateau de potentiel, on a un mélange biphasé. On a deux phases. Lorsqu'on a une chute de potentiel, on a une seule phase. Alors sur cette courbe, je montre un petit peu les détails. Donc qu'est-ce qu'on a? J'agrandis, je reprends un petit peu mon explication, j'agrandis cette partie décharge-relaxation, c'est ce que j'ai montré ici. Donc il me montre qu'on a deux phases ici. Donc ces deux phases, c'est le Mn05 et le Li05, Mn05, T2PO4. Pourquoi on a pris cette formule Li05? Tout simplement, je les lise ici. C'est presque 0,5. Lorsque j'intercale 0,5 lithium, il y a chute de potentiel. Donc le composé qui se forme, c'est Li05, Mn05, T2PO4. Qu'est-ce qui change de là à là? C'est la quantité de lithium qui s'est ajoutée et c'est les degrés d'oxydation. On va voir que le titane a changé de degré d'oxydation. Il était degré 4 et la partie introduite de lithium, 0,5 lithium, vont transformer 0,5 titane 4 en titane 3. Vous remarquez qu'il y a, vous voyez toujours en gros la formule Mn05T2PO4 trois fois et vous vous demandez, on intercale le lithium et rien n'a changé. On va voir la structure, qu'est-ce qui va se passer. Donc chaque fois qu'on a une chute de potentiel, formation d'une nouvelle phase Li05. Donc ici, lorsqu'il y a chute de potentiel, presque ici, donc on a formation d'un composé Li. Li, pardon, c'est pas 1,5 mais 1. Ici c'est un 1, je me suis trompé, pardon, ici. Ici, bon, j'ai pas la flèche. Li1, ici le Li1, et ici le Li 1,5. Donc il y a la flèche qui montre un petit peu la formule. Donc la formule que vous avez ici, Li 1,5 Mn05, ici presque Li1 Mn05 T2PO4. C'est les phases qui se forment au cours de l'intercalation, au cours de l'étude de cette batterie avec ce matériau Mn05. Donc on voit qu'on est en train de faire une synthèse électrochimique par voie d'intercalation électrochimique au cours de la réalisation d'une batterie. Donc chaque fois que j'ai une chute, c'est-à-dire partant de là, on a formé une phase de formule Li05 Mn05 T2PO4 trois fois ici. Chute, donc on a formé une deuxième phase Li1 Mn05 T2PO4. Et on a formé une troisième de composition proche de 1,5 de formule chimique Li 1,5 Mn05 T2PO4 trois fois. Donc notons on génère une remarque que tout matériau obtenu par synthèse à haute température. Donc chaque fois qu'on synthétise un matériau dans un four, s'il comporte ce matériau qui comporte une conductivité mixte électronique cationique, électronique et cationique, c'est-à-dire conduit les électrons et les anions et les cations, réel au potentiel, il peut être le parent d'une nouvelle famille de matériaux dont la structure, bien sûr, de ces fils qui vont apparaître sont toujours étroitement corrélés à celle de la phase de départ. Donc toujours, lorsqu'on fabrique les matériaux, ils se souviennent du matériau de départ. Donc ici, quand on a fabriqué Li05, Mn05 à partir de Mn05, on voit que la formule ici, il ressemble à celle-là,
mais aussi la structure aussi de Mn05 et la structure du fils LiMn05T2PO4, ils ressemblent en quelque sorte à ses parents, comme on va le voir sur l'étude de la structure. Donc ici, on a Mn05, ça c'est la structure de Mn05T2PO4. Il contient du manganèse dans un site qu'on appelle le site M1, et cet atome ici, ça c'est un site vide, c'est un site toujours M1 vide. Donc on a 0,5 lacunes, Mn05, donc les manganèses occupent la moitié du site M1, la moitié, et l'autre moitié il est vide, il est signalé ici. Lorsqu'on fait l'intercalation, donc l'intercalation du lithium, qu'est-ce qui se forme? Les lithiums vont partir à ces sites vides, cette moitié des sites vides, et ça va former donc après intercalation par voie électrochimique, ça va former un composé ici, avec remplacement de site vide M1 par un lithium. Donc la formule devient C05 lacunes avec Li05 Mn05 T2PO4 3 fois. Et qu'est-ce que vous remarquez? Cette structure, la structure du père ou de la mère, il ressemble à celle du fils. Donc généralement ce composé, ce matériau ressemble au composé de départ. On dit ici, notons que tout matériau obtenu par synthèse à température qui comporte une conductivité mixte, il pourra être le parent, ça c'est le père de C, le parent d'une nouvelle famille. Donc il peut avoir un fils comme il peut avoir plusieurs, comme on va voir ici. Donc le premier fils c'est Li05, Mn05, T2PO4 3 fois, mais il y en aura d'autres. Une nouvelle famille de matériaux dont la structure, surtout retenez ça, étroitement corrélée à celle de la phase départ. Regardez cette structure et celle-là. Ils se ressemblent en gros. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas trop détruire ça. On introduit le lithium et on va le désintercaler et on obtient celle-là lorsqu'on le désintercale. Donc vous voyez qu'on peut intercaler, désintercaler et le matériau ici, la structure, celle-là et celle issue du fils et du père et du fils, ou bien de la mère et du fils, ils se ressemblent, ils se souviennent l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir. Si on a ce phénomène-là, on peut intercaler le lithium et le désintercaler. Alors ici, un autre exemple, il faut toutefois remarquer que le réseau des liaisons fortes du squelette iono-covalent peut être, dans certains cas, légèrement modifié lors de la réaction de chimie douce. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est la chimie douce. Donc ici, on donne l'exemple de la batterie Li V2O5, c'est-à-dire le V2O5 auquel on intercale le lithium. Ça, c'est la première des charges, et ça, c'est la charge qui suit. Donc on s'intéresse surtout à cette partie-là, première des charges, qui montre un petit peu la formation des phases. Donc on a V2O5, je précise c'est un vanadium 5+, deux fois 5 degrés d'oxydation 5,5. Donc après intercalation du lithium, qu'est-ce qui se forme? Li1, premier lithium. Vous voyez ici sur la courbe, chute de potentiel ici, c'est-à-dire formation de Li1, V2O5. Qu'est-ce qui change ici? C'est bon, le vanadium 1 va rester à l'état degré d'oxydation 5 et l'autre va se transformer en 4. Donc LiV2O5. Donc vous remarquez, avec une structure qui est la suivante, Li1, il a cette structure. Et après, lorsqu'on passe au deuxième, on ajoute encore du lithium, il va se former Li2V25. Vous voyez dans cette structure et la suivante, qui apparaît sur la courbe. Donc formation de Li2V25. Ici, simplement pour montrer que le réseau de liaisons fortes, du squelette ionique peut être, dans certains cas, légèrement modifié. Vous voyez un petit peu la modification, une petite distorsion. Vous voyez Li2 comment il est, Li2V25 et Li1. Donc on voit une certaine, légèrement modifiée, mais pas trop, pour qu'on puisse revenir ici et récupérer les lithiums intercalés. Bon là, ici un autre exemple. Dans plusieurs cas, le processus d'intercalation, à retenir, d'intercalation, il permet la préparation à température ambiante de nouvelles phases qui sont difficiles à obtenir par réaction à température. Donc ici, ce que j'ai montré la dernière fois, si on veut préparer ce composé à haute température, c'est pas possible. C'est très difficile. Donc ça, c'est des choses qui se préparent ce n'est pas le processus d'intercalation à température ambiante. Et c'est difficile de les préparer à haute température. Donc en résumé,
dans une réaction qu'on appelle chimie douce, puisqu'il se réalise à température ambiante. La structure du matériau final, celui-là par exemple, comme exemple, il se souvient de celle du matériau de départ. Remarquez la ressemblance, donc après intercalation, des intercalations, l'un d'eux ressemble donc celui qui se forme ici, il ressemble à celui de sa mère, comme bien sûr nous, généralement, on ressemble à papa ou à maman. Cette dernière remarque est d'une importance capitale car il nous permet donc d'obtenir dans plusieurs cas des informations structurales très intéressantes sur le matériau hôte. Donc remarquez, on introduit le lithium et le lithium va nous donner des informations sur la structure. C'est comme une sonde qu'on envoie dans la Lune ou ailleurs, au Mars, etc. Ici, on envoie le lithium, on l'intercale, on l'envoie ici, il va nous donner des informations. Sauf que ces informations, comment elles se présentent? Il se présente sous forme de courbe ici. Donc les informations. Donc en résumé, dans une réaction chimie douce, le matériau ici se souvient de celui de départ et surtout, il nous permet d'obtenir dans plusieurs cas des informations structurales très intéressantes sur le matériau hôte de départ. Donc pourquoi tout ça? Parce que l'intercalation concerne particulièrement un élément alcalin de petite taille, lithium. Donc il va jouer le rôle d'une sonde structurale. On va l'envoyer, l'intercaler dans le matériau. Ce dernier, donc le lithium, peut être utilisé comme une sonde structurelle. Il va nous donner des informations susceptibles de mettre en évidence de très faibles modifications structurelles. Donc chaque fois, il rentre dans la structure, le lithium, il s'utilise comme sonde, il nous donne des informations. Et les informations, où est-ce qu'il apparaît? C'est là. Quand je vois cette courbe, ça c'est la variation du potentiel en fonction du taux de lithium intercalé. Je vois ça, tout ça, cette variation, cette chute, etc. Il passe une chute, c'est des informations. Et c'est à nous de décoder ces informations. Qu'est-ce que ça veut dire ces informations? Donc on reçoit cette courbe et ça c'est la variation du potentiel en fonction de la quantité de lithium intercalé. Et c'est à nous de décoder. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire le plateau, la chute de potentiel, le plateau, la chute de potentiel, etc. Il faut le visualiser. Donc, l'intercalation concerne particulièrement un élément de faible taille, les lithiums. Il rentre dans la structure, il nous envoie des informations. Les informations sont là. Donc, chaque fois que j'ai un plateau de potentiel, ça veut dire que j'ai un domaine biphasé. Et chaque fois que j'ai une chute, retenez ça, chute de potentiel, c'est formation d'une phase. Chute de potentiel, c'est la formation d'une phase. Donc ici, comme vous voyez, quand j'ai parlé de sonde, c'est le lithium, il va s'intercaler, il était dans le site M1, il passe dans d'autres sites M2, c'est comme une voiture qui bouge au sein d'une ville, il stationne quelque part. Donc ici, j'ai par exemple, si le lithium rentre ici, il bouge à travers les traits gras, c'est les tunnels, et il faut se souvenir une chose, c'est comme une voiture, donc le lithium bouge, dans une route, il peut stationner. Donc, à un certain moment, il faut qu'il s'arrête. Donc, où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête dans des stations que j'appelle les sites M1, site M2. Donc, si je le cherche à l'équilibre, soit que le lithium, il est là, dans un site M1, dans ce cas de figure, dans ce cas de structure. Il y a d'autres structures qui possèdent plusieurs sites ou bien un seul site, ça dépend. Et ces sites, bien sûr, on va voir dans la suite, il y a des sites qui sont plus stables que d'autres. Donc, une fois qu'on intercale le lithium dans ce matériau, c'est comme une voiture qui bouge, il peut stationner dans le site M1 ou dans le site M2. Donc, généralement, sur une autoroute, il y a des stations qui sont plus attirantes que d'autres. Donc, le lithium préfère s'installer dans un endroit plus stable. Alors, dans ce cas, par exemple, Mn05, avec 0,5 lithium, 0,5 lacune dans le site M1, d'abord, il y a lorsqu'on intercale les 0,5 premiers de lithium, qu'est-ce qu'il y a? Formation d'une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'on va remplir totalement les sites M1. Donc c'est les sites M1 qui sont stables. C'est pour ça qu'ils se remplissent les premiers. Une fois qu'ils sont pleins, on arrive à se composer Li05, Mn05, Ti2, PO4, 3 fois. Comme vous voyez ici. 0,5 lacunes qui se remplissent avec 0,5 lithium. Après, si on continue, bien sûr, les autres ions lithium, ils n'ont pas le choix. Les sites ou bien les stations qui sont confortables sont déjà pleins.
avec des voitures et il faut chercher d'autres. On n'a pas le choix. Et c'est les stations M2, site M2. Et les sites M2, ils vont se faire dans cette région-là. Donc d'abord, ils se remplissent les sites M1 et puis les sites M2. Et tout ça, c'est qu'est-ce qui nous a donné ces informations? C'est la sonde. C'est le lithium qui a été envoyé dans la structure comme sonde structurale. Il nous donne ces indications. C'est pour ça que je dis que le lithium peut être utilisé comme une sonde qu'on envoie ailleurs. Il rentre à l'intérieur du matériau. Il nous donne ce résultat et c'est à nous de décoder ce résultat et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Il y a des sites qui sont plus stables que d'autres. D'abord, il faut remplir les sites M1 ici et puis une fois qu'ils sont pleins, c'est les sites M2 qui se remplissent. Alors ici, on parle un petit peu de phase, mais on n'a pas parlé de degré d'oxydation pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous avez Mn05, Li05, Mn0T2, PO4 et ainsi de suite. Parlez un petit peu qu'est-ce qui change au cours de l'intercalation. Mn05, s'il n'y a que du titane 4. Lorsqu'on ajoute un intercale 0,5 lithium, qu'est-ce qui change? C'est les degrés d'oxydation. Titane 3, donc titane 4 transforme en titane 3, combien? La quantité 0,5 égale exactement la quantité de lithium qui était pour qu'à la fin, de lithium intercale pour qu'à la fin, il y a électroneutralité. Donc PO4 3 mois, 3 fois 3, ça fait 9, 9 charges négatives. Et si vous comptez tout ça avec un Li plus 2, un Mn2 plus, vous trouvez 9. Pour le LiMn05, c'est Mn, c'est-à-dire tout le titre, un lithium, donc un titane 4 qui se transforme en titane 3. Ça, c'est un petit peu les degrés d'oxydation. Vous pouvez jouer à les retrouver comme on l'a fait pour le VDO5 dans le slide précédent. Alors, on reprend ici et maintenant on fait une comparaison. Donc, lorsqu'on intercale le lithium, par exemple, dans ce phosphate, donc les deux phosphates sont, il appartient à la même structure Nasicon, possède cette formule-là avec des sites M1, M2, c'est cette structure qui possède site M1, site M2. Remarquez que lorsqu'on intercale dans LiTi2, qui possède un Li1, c'est-à-dire avec les sites, dans LiTi2, il y a les sites M1 qui sont pleins, les points noirs sont pleins. Et lorsqu'on intercale, où est-ce qu'ils vont se mettre les lithiums? Ils vont se mettre dans un endroit c'est-à-dire on remarque que le potentiel s'est fait d'intercalation, il est de 2,5. On intercale à 2,5 volts. Pourquoi? Parce que le site M1 il est plein et on intercale directement dans les sites M2. Donc les sites M2 sont caractérisés par un potentiel dans cette phase de 2,5. Donc si les sites M1 sont pleins, on intercale directement dans les sites M2, ces sites rouges, les ronds. Alors qu'est-ce qui se passe si on compare avec notre composé ici, Mn05? Il a 0,5 lithium, 0,5 lacune dans le site M1. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, les premiers lithiums vont dans les sites M1 avec un potentiel de 2,8, c'est pas de 5. Et une fois qu'ils sont pleins, le potentiel devient 2,5 et l'intercalation s'effectue ici dans le site M2. Donc on va écrire un petit peu ça. Ici, l'intercalation s'effectue dans le site M2 par rapport au lithium, un potentiel 2,5. Et donc ici, 2,5 et cette partie-là, l'intercalation s'effectue dans le site M2. Et donc cette partie-là, dans la partie 0, taux de lithium 0,05, l'intercalation du lithium s'effectue dans le site M1. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Une chose, les premiers lithiums qui vont s'intercaler dans ce matériau, ils trouvent le site M1 la moitié vide, donc ils s'intercalent dans le site M1. Pourquoi? Parce qu'il est plus stable. Donc le site M1, c'est plus stable, c'est les stations qui sont plus stables. D'abord, on remplit les stations les plus stables, et ont une énergie plus stable, et puis une fois qu'ils sont pleins, on remplit les sites M2. C'est ça ce que j'ai parlé, les sondes. Comment on sait tout ça? C'est en introduisant les lithiums, ils nous donnent les informations, et comme ça, on suit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la structure. Qu'est-ce qui se remplit le premier? Où est-ce qu'ils sont les sites qui vont se remplir les premiers et puis les autres? Alors sur ce transparent, on va parler un peu. On va détailler un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe de variation de potentiel en fonction de Y. Donc dans cette région, qu'est-ce qu'on a? Les résultats des rayons X, en les combinant avec ce qu'on voit ici,
on voit que dans cette partie-là, on a deux phases. Ces deux phases, c'est Mn05 qui est là et Li05, Mn05. Donc ici, le Li05, Mn05, dans cette région ici, c'est un domaine biphasé, deux phases, Mn05T2 plus. Donc chaque fois qu'on a un plateau de potentiel, c'est un domaine biphasé. Donc ce qui s'explique ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez à l'intérieur, au corps du grain, Mn05, et à la surface, il se forme Li05, Mn05. Et avec le temps, il disparaît, la mère disparaît pour former le fils qui est Li05. Donc la mère Mn05 disparaît au cours de l'intercalation du lithium jusqu'à ce qu'il disparaisse, cette partie-là disparaît à la fin pour donner que du Li05 Mn05T2PO4. Ces résultats, bien sûr, c'est toujours en effectuant les rayons X et en s'appuyant sur l'évolution du potentiel en fonction du taux de lithium intercalé. Alors sur cette courbe, on montre un petit peu les détails. Chaque fois que vous avez un plateau de potentiel ici, ça veut dire que vous avez deux phases. Et ces deux phases, c'est quoi? C'est Mn05, Y égale 0, et Li05. Donc les deux qui sont là. Vous avez un plateau de potentiel. Si vous cherchez ici, toujours ce qu'on vient de voir, il y a formation sur ici. Si vous faites les rayons X, vous trouvez un mélange de phases. C'est Mn05 et Li05, Mn05, T2PO14. Lorsque vous arrivez à la composition 0,5, ça disparaît, on n'a plus de ça. C'est les compositions, on n'a plus de Mn05, on n'a que celui-là. Une fois que vous dépassez la même chose, il y aura un domaine biphasé avec formation de ce composé et un autre qui va apparaître ici. Donc dans cette région ici, vous avez Li05 Mn05T2. C'est une chute de potentiel. Chaque fois que vous avez une chute de potentiel, il y a formation d'une phase. Juste après, donc vous aurez un domaine biphasé, la même chose, formé par Li05 Mn05 et l'autre composé qui est le Li1 Mn05. Donc il y a mélange de ces deux-là, celui-là et celui-là, pour former sur ce plateau deux phases. Et ici, une seule phase, c'est Li1. Donc retenez bien sûr, chaque fois que vous avez un plateau de potentiel, ça veut dire qu'un domaine biphasé. Et chaque fois que vous avez une chute de potentiel, il y a formation d'une seule phase. Une phase. Alors, au cours de la synthèse par voie chimique, maintenant on a parlé de voie électrochimique, en termes, grosso modo, maintenant voie chimique, synthèse par voie chimique à température ambiante. Généralement, quand est-ce qu'on utilise cette voie chimique? C'est lorsque on a déjà fait l'intercalation par voie chimique, parfois électrochimique, et on voit la présence de phases. On voit par exemple la présence ici de Li05, Mn05, T2PO4. C'est une phase qui existe. Qu'est-ce qui est montré que ça existe? C'est l'étude par voie électrochimique de la batterie. Par exemple, de celle-là, il existe. Qu'est-ce qu'on joue à faire? Parce qu'au cours de la formation de celle-là dans la batterie, ça, on l'obtient celle-là, plus des mélanges de carbone, c'est pas pur toute seule. Si on veut la préparer toute seule, on va faire par voie la synthèse par voie chimique. Donc au cours de cette synthèse, ce qui sont effectués à température ambiante s'effectue dans une atmosphère contrôlée, c'est-à-dire tout travaille dans une boîte à gants, c'est à l'intérieur et ça, on rentre nos mains ici pour travailler à l'intérieur sous atmosphère contrôlée. Et c'est un exemple, par exemple, on prend un produit, c'est LiT2, pour intercaler le lithium dans un tiers. On utilise par exemple N-butyllithium, c'est un réducteur, il va réduire le titane 4 en titane 3 pour obtenir à la fin Li3T2PO4 C'est celui qu'on a fait le test de cyclage. Donc comment il a été obtenu? C'est par voie chimique, synthèse, voie chimique, tout ça. Donc on ajoute le produit. Bien sûr, tout ça, c'est dans un dilué dans de l'hexane comme solvant. Et on ajoute, cet ajout, bien sûr, s'effectue sur une semaine pour trouver à la fin Li3T2PO4. Mais bon, ça c'est un exemple, mais généralement pour notre cas, donc une fois qu'on l'obtient, on fait les rayons X et on s'assure un petit peu de la structure qu'on obtient. Donc les rayons X
simulations, ils nous permettent de donner un renseignement sur la structure pour voir est-ce qu'il peut être utilisé comme cathode dans une batterie ou non. Donc, exemple d'intercalation chimique, c'est la réduction en utilisant le N-butyllithium. Donc, au cours de cette synthèse, comme on vient de le voir, c'est-à-dire celle-là, on réduit le composé d'intercalation stable à l'air obtenu à haute température. Donc, quand je dis réduit le composé on réduit, c'est-à-dire on réduit un des composés. Par exemple, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai réduit dans cet exemple? C'est du LiT, c'est le titane 4 que j'ai réduit en titane 3 à l'aide du N-butyllithium. Donc, on réduit le composé d'intercalation, on réduit plutôt les titanes 4 qui deviennent des titanes 3. Donc, on réduit le composé d'intercalation stable à l'air, obtenu à haute température, comme LiT2, par un composé organométallique, dont un solvant qui est l'hexane. Alors, cela permet dans certains cas la préparation de quantités importantes. C'est ça l'important. On va préparer plus de produits parce que dans la batterie, on utilise quelques milligrammes, alors qu'ici, on peut préparer une grande quantité pour faire d'autres études physiques sur le matériau. Préparation de quantité importante de phase sans exemple de carbone, dont l'existence a pu être décelée au cours de l'étude électrochimique. C'est-à-dire dans l'étude de la batterie a montré l'existence de certaines phases, donc je peux les préparer par voie chimique et en grande quantité. Donc les réactions toujours sont effectuées dans des boîtes à gants sous atmosphère contrôlée. Exemple, ici, on vous montre qu'il y a l'existence, par exemple, par voie et des études, cette étude ici, de l'évolution de potentiel en fonction du lithium de cette phase, Mn05, au cours de l'intercalation, il apparaît des phases dont l'existence a pu être décelée par l'étude électrochimique, telles que Li05, Mn05, T2PO4, ou bien Li1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les préparer par voie chimique sans qu'il y aura du carbone, parce que dans la batterie, on ajoute notre produit, du carbone pour assurer la conductivité électronique, etc. Donc un petit peu, c'est ça, on prend le produit et on lui ajoute, j'ai pris simplement l'exemple du N-butyllithium, mais il y en a d'autres composés qu'on utilise. Donc, il est à noter quelques précautions. Lors de la réaction électrochimique, généralement, elle est réalisée avec un courant choisi, intentiostatiquement. Le choix du courant, la durée d'intercalation, doucement, permet d'atteindre la composition voulue en restant au voisinage de l'équilibre. Par contre, quand on fait l'intercalation avec un butyllithium, qui est très réducteur, donc la réaction est potentiostatique, donc très loin de l'équilibre. C'est-à-dire on réduit le composé d'un potentiel à un autre potentiel. On va voir le diagramme du potentiel par la suite. On réduit le potentiel du N-butyllithium aux alentours de 1, donc on réduit le matériau, on réduit un des éléments du matériau rapidement. Donc, c'est une réaction qui est potentiostatique, elle dépend du potentiel. Donc, il est essentiel dans cette technique de la préparation de la composition que la composition de la surface du composé préparé soit égale à la composition moyenne déterminée par coulométrie. C'est-à-dire, il faut que le potentiel, c'est-à-dire lorsque je prépare par exemple Li05 Li05 Mn05T2 par voie chimique, il faut que si je le teste, je vois directement, il me donne un potentiel dans cette région. S'il me donne autre chose, s'il me donne un potentiel de cette région, c'est pas ce produit que j'ai fabriqué. Donc il faut que la composition moyenne déterminée, la composition de surface soit égale à la composition déterminée par voie coulométrique. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle l'utilisation de solutions très diluées. Pour résoudre ce problème, on utilise des solutions très diluées. C'est comme si on fait des courants faibles, de N-butyllithium dans l'exemple. Ces solutions sont introduites très lentement dans le flacon, quand on le produit en suspension dans un grand volume d'hexane, et l'ajout, il est réalisé sur une période d'une semaine presque. Donc le matériau est séparé de la phase liquide par décantation, ensuite filtré à l'hexane anhydre, puis séché, et puis on lui passe les rayons X. Donc le produit est broyé, caractérisé par la diffraction des rayons X, comme ça on sait qu'est-ce qu'on a préparé. Est-ce qu'on a bien préparé le composé identique à celui qui a été préparé par voie électrochimique. Donc dans tous les cas, il est impératif de contrôler que les phases obtenues chimiquement, par exemple par le N-butyllithium,
auront le même comportement électrochimique comme je viens de le raconter. C'est-à-dire il faut que leur potentiel soit exactement celle indiquée dans la courbe potentielle en fonction du taux de lithium intercalé. Donc, les réactions d'intercalation, donc on n'a parlé que du N-butylithium, mais généralement, il y a d'autres composés, d'autres réactifs. Donc, les réactions d'intercalation ou de désintercalation peuvent être simulées par des réactions chimiques, c'est-à-dire choisir le bon réactif pour avoir la bonne phase, avec des systèmes oxydants ou réducteurs ayant l'un des alcalins comme contriant. On va signaler le diagramme de Murphy, qui va simuler un petit peu ces réactions. Le diagramme est le suivant. Donc sur ce diagramme de Murphy, donc qu'est-ce que vous voyez? Les réactifs, donc je donne quelques-uns, par exemple ici l'iodure, I-, c'est l'iodure de lithium, ici le N, donc je ne vais pas tout signaler. Le N-butylithium, il a un potentiel de 1, ça c'est le réactif. Le iodure de lithium, il a un potentiel aux alentours de 2,7. Et vous avez ici les électrodes, c'est-à-dire les tests effectués sur les électrodes, et on voit que ces électrodes, leur potentiel aussi varie. Ici, pour V2,5 est supérieur à 3, pour VS2, il est dans cette zone, etc. Donc, Murphy a proposé un diagramme regroupant divers réactifs classés en fonction de leur potentiel par rapport au lithium. Donc, ce diagramme va nous permettre un petit peu de choisir le réactif qu'il faut utiliser pour arriver à un bon résultat. Donc, je donne un exemple, comme ça vous allez suivre avec moi. Donc, ça c'est le réactif, ça c'est le matériau d'électrode. Alors, essayons par exemple de préparer des phases par voie chimique, telles que par exemple pour Li1V2O5, Li2, donc ça c'est des phases. Donc, on a V2O5, c'est un composé qui démarre avec un potentiel. Quand je fais la batterie avec Li2O5, ça démarre aux alentours de 3,4 volts. Ici, c'est la première intercalation des charges, puis charge, la première charge. Donc on s'intéresse simplement à cette partie-là. Donc on voit une chute de potentiel, donc formation du composé Li1V2O5, Li1V2O5 ici. Donc, pour préparer ce Li1V2O5, quel est le réactif que je vais utiliser? Donc, j'imagine que je vais utiliser le N-butylithium. N-butylithium, il a un potentiel de 1 volt. Donc, quand je veux préparer Li1V2O5, que j'obtiens ici un potentiel aux alentours de 2,7 volts, le N-butylithium, il va essayer de réduire la surface pour le ramener à 1 volt. Remarquez, 1 volt, qu'est-ce que j'ai? À 1 volt, j'ai le composé qui est Li3 V2O5. Donc, au lieu de former le composé LiV2O5, on forme à la surface le composé Li3, le dernier, Li3 V2O5. Donc, pour avoir une réaction meilleure, quel est le composé que je dois choisir dans ce diagramme de Murphy et qui va me faire l'affaire? C'est l'iodure de lithium. L'iodure de lithium, c'est-à-dire je vais intercaler par l'iodure de lithium qui a un potentiel ici voisin de 2,7 que je vois, il correspond au potentiel correspondant à la formation de LiV2O5. Donc, si j'utilise LII, je ne crains rien. Il ne va pas réduire mon composé V2O5 à un potentiel comme le N de 1. Donc, je dis ça. Donc, le couple I0I-, par exemple, est réducteur doux. C'est un réducteur doux vis-à-vis de V2O5. Il peut le réduire. Donc, il peut réduire le V2O5. Il va le réduire et permet ainsi d'obtenir LiV2O5 selon la réaction V2O5 plus LiI donne LiV2O5. Donc, une solution de iodure de lithium, si on l'ajoute à V2O5, on ne craint rien. On ne va pas obtenir le dernier Li3 ou Li2. On va obtenir sélectivement LiV2O5. Donc, et dans ce LiV2O5, c'est le vanadium 5 qui va se transformer, qui va se réduire au vanadium 4. Donc, alors qu'il est oxydant vis-à-vis, donc je continue ici, l'iodure de lithium, il est réducteur vis-à-vis du V2O5, il peut le réduire les degrés d'oxydation pour passer de 5 à 4. Alors, si je le compare maintenant avec LiVS2, c'est-à-dire le VS, obtenir pour LiVS2, LiVS2 il est là.
un potentiel plus bas que LI. Donc si je le mets, j'ajoute LI sur LI VS2, comment est-ce qu'il va le réduire? Il va diminuer son potentiel, il va l'augmenter, il va l'oxyder. Il va l'oxyder. Donc si j'ajoute l'iode, maintenant c'est l'iode, à LiVS2, je vais désintercaler le lithium et je vais obtenir VS2. Donc, alors qu'il est oxydant, ce couple réducteur ici, mais il est oxydant vis-à-vis de LiVS2. Cette dernière réaction a permis à Murphy d'obtenir pour la première fois VS2 lamellaire. Donc, si on ajoute l'iode à LiVS2, on va désintercaler le lithium. On va désintercaler le lithium et on va former VS2. Bon, ici, je n'ai pas écrit toute la réaction, c'est-à-dire moins LiI. Donc, on peut intercaler, désintercaler, choisir le réactif voulu grâce à ce diagramme de Murphy. Donc, VS2, dans cette partie-là, vous voyez que le potentiel il est plus bas que celui-là. Et si on ajoute l'iode, I2, il va oxyder. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Le vanadium est passé de 3 à 4. Donc, on a passé du vanadium 3 au vanadium 4. Parce que son potentiel est plus élevé, donc il va l'oxyder. Alors que dans le cas de V2O5, il va le réduire. Donc l'iodure de lithium est donc un réducteur doux vis-à-vis des matériaux très oxydants. Par ailleurs, le caractère réversible conduit à des matériaux très homogènes. Il n'en est pas du N-butylithium, comme je viens de vous le dire, couramment utilisé. Ce réactif très réducteur, un potentiel de 1 volt, vous voyez sur le diagramme de Murphy, peut provoquer une réaction d'intercalation irréversible conduisant à des réactions parasites. C'est-à-dire qu'à la surface, si on utilise N-butylithium, à la surface du grain, par exemple le V2O5, il va se former le Li3T2, Li3V2O5. Une autre méthode de préparation à signaler, mais pas en détail, c'est la méthode du court-circuit chimique. On l'utilise couramment. Donc, par exemple, je fais l'appliquer sur cette. Donc, regardons la batterie LiV2O5, la formation des phases. On sait qu'il y a LiV2, Li2V2O5, Li3V2O5. Alors, pour pratiquer cette méthode du court-circuit, je signale, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a aussi la méthode de préparation de court-circuit. Il nécessite deux composés. Le produit de départ, V2O5, et il nous faut le dernier, Li3V2, qui est facile à préparer. Donc, celui-là, comment je le prépare? C'est avec le N-butyl-lithium. Donc, le N-butyl-lithium plus V2O5 va former Li3V2O5 en grande quantité. Et on a, ça c'est le produit de départ. Donc on peut à partir de ces deux fabriquer les phases intermédiaires. Donc le produit final obtenu à l'aide d'un excès de N-butylithium, c'est Li3V2, facile à préparer, et celui-là, et on va les mélanger pour obtenir soit LiV2, les intermédiaires, LiV2O5 ou bien Li2V2O5. Je détaille un petit peu l'astuce, comment on le fabrique. Donc la méthode cette méthode de court-circuit chimique consiste en un mélange de quantités stoichiométriques des deux réactifs, V2O5 et L3 V2O5, les deux extrêmes. Ensuite, on forme une pastille avec le mélange. Donc, on va broyer tout ça et on lui ajoute de l'électrolyte. Comme ça, et on laisse le mélange quelques semaines. C'est comme si on a fait quoi? Puisque j'ajoute V2O5, L3 V2O5, je mélange, j'ajoute l'électrolyte. C'est comme si j'ai fait des micro-batteries en court-circuit. Donc j'ai fait un peu de ça, c'est une partie qui contient le lithium. Celui-là, exemple de lithium. Je vais mélanger, à la fin, il y aura diffusion, il va former un seul. Donc, c'est comme si on fait des micro-batteries à partir de V2O5 à côté de Li3 V2O5, il y a de l'électrolyte. Ces micro-batteries vont fonctionner et à la fin, le lithium va diffuser et va, selon la stoichiométrie utilisée, soit qu'on va obtenir LiV2O5, soit qu'on va obtenir par exemple Li2V2O5. Je vais donner l'exemple pour LiV2O5. Donc à la fin, on lave le produit à l'acétonitrile, puis on le sèche et on le passe à un spectre d'Orion. Donc je reprends, on mélange une quantité de V2O5, donc je donne l'exemple de LiV2O5 ici dans ce cas. Donc exemple, pour préparer LiV2O5, on mélange 2 tiers, donc en masse, 2 tiers Li3V2O5, 1 tiers de V2O5, on mélange tout, on broie et on le mélange, on forme une pastille
on le met dans un flacon, on ajoute de l'électrolyte et on laisse pendant un mois. Et après, qu'est-ce qui va se former? C'est le LiV2O5. Vous remarquez que si vous faites un petit calcul, 2 tiers Li3V2O5, 1 tiers V2O5, vous allez trouver 2 tiers fois 3, ça fait 2, lithium, etc. V2O5, 1 tiers. Si je ne me trompe pas, donc 2 tiers, ça va donner 2 et 3, ça va donner le LiV2O5. Bon, ici, à la fin, je vous présente des piles au lithium dans le commerce, comment ils se présentent. Donc, vous voyez sous forme de feuillet l'anode. Il y a des couleurs ici, le bleu. Le jaune, c'est le séparateur. La cathode, c'est le bleu. L'anode, etc. Donc, il y a cathode, anode, ils sont enroulés. C'est ça la présentation du lithium dans le commerce. Donc, il faut retenir le rôle du séparateur dans vos batteries. Donc, les couches de séparation, ceux qui sont là en polyéthylène, quel est leur rôle? C'est en cas de surchauffage. Vous remarquez toujours quand la batterie fonctionne, il se chauffe. Il y a chauffage du batterie et si, qu'est-ce qu'il faut au séparateur de faire? Donc ces couches possèdent des pores, séparateurs possèdent des pores qui ont la faculté de se fermer à 130 degrés. Lorsque ça chauffe et ça atteint une température voisine de 130, les pores se ferment pour arrêter, stopper la réaction chimique et pour qu'il se refroidisse. Un mauvais fonctionnement de ces pores, qu'est-ce qu'il cause? Des dégâts, ça va chauffer jusqu'à ce qu'il va se brûler. Alors maintenant, les batteries au lithium, ils peuvent être composées d'une série, composées de plusieurs éléments, des accumulateurs qui ont la forme d'une pile classique cylindrique, peuvent être en série ou en parallèle selon ce modèle-là. Par exemple, une série en parallèle dans les batteries de 8 cellules. Alors, je conclus par 3 messages qui sont les suivantes. Les matériaux pour stocker l'énergie. Donc il faut toujours, quand vous manipulez ces matériaux, penser économie, confort, sécurité et penser à l'environnement et développer le cyclage. Alors pour le premier, penser économie, confort. Les batteries sont maintenant un des moyens de stockage d'énergie les plus promoteurs. Enfin, ces accumulateurs sont non seulement une énergie de substitution au pétrole, mais aussi des systèmes indispensables à certaines technologies sensibles. Ces matériaux stockent l'électricité produite par les énergies renouvelables. Donc, pensez sécurité. Une batterie est un élément fragile et capricieux. Vous ne devez jamais faire ça. Ne jamais ouvrir une batterie, c'est danger. Ne jamais tenter de réparer une batterie. Vous n'arrivez pas. Ne pas utiliser un chargeur qui n'est pas celui d'origine. Ne pas utiliser des batteries non certifiées ou inadaptées. Il faut penser à l'environnement, bien sûr, puisque les matériaux utilisés dans les batteries sont généralement toxiques, et développer le recyclage. Donc certains matériaux sont polluants, voire toxiques, qui sont utilisés dans nos batteries, et sont difficiles à recycler, ce qui présente un problème tel que le cadmium, le cobalt, le plomb. Donc il faut penser à des matériaux de substitution moins toxiques. Et surtout ne jamais jeter délibérément une pile ou une batterie dans la nature. Alors, je vous remercie de votre attention et à une prochaine séance sur les batteries au lithium.